Voilà, nous y sommes, Panasonic est sur le point de rendre public son firmware 2.0. Enfin, ça dépend si vous regardez cette capsule avant la sortie officielle ou après évidemment. Alors je ne vais pas voir chacun des différents points tellement Panasonic nous offre là un update majeur. On va passer en revue ceux qui sont le sujet de ce tuto, liés à la production vidéo essentiellement. Et vous le savez déjà peut-être, ce qu'ils nous offrent là est tout simplement énorme. Et ils sont les seuls à nous le proposer pour une caméra à ce prix-là. Alors j'ai eu l'occasion d'installer le firmware à la fin du mois d'août, mais c'était exactement le moment où je partais en vacances. Désolé, mais c'est une version bêta du firmware et mon système est en anglais. Il n'y aura de toute façon pas de manipulation très compliquée, donc aucun souci. Comme je le disais, Panasonic nous livre là un update majeur, énorme. Alors voici un résumé condensé des nouveautés que nous apporte le firmware 2.0. Alors la première chose, et ça aurait été une vraie bonne surprise pour moi, c'est le mode connecté pour la photo. Je suis photographe professionnel et ça fait des années que je shoot en connecté. Et je suis habitué donc à voir mes images en temps réel sur l'écran de mon laptop ou sur l'ordinateur du studio. Je m'y suis habitué et les clients y sont tout autant. Et ça se passera en utilisant le programme Lumix Theater, en connectant notre GH5 à l'ordinateur à l'aide du câble USB. Et je fais ici une petite parenthèse, même si ça ne concerne pas directement la vidéo. Et pour ceux qui se posent déjà la question de savoir si on pourra aussi envoyer notre vidéo streaming pour l'enregistrer directement sur l'ordi, non évidemment. Ce software est prévu pour la capture photo, même si pour le reste il fonctionne un peu comme l'application iPad. Il permet en effet de piloter le GH5 à distance avec un câble USB. Alors autre point que nous amène ce firmware, Panasonic a réalisé des améliorations du système d'autofocus. Il a aussi amélioré les performances en photo 6K et en photo 4K. Ça ne nous concerne pas trop ici. Et évidemment le point suivant est l'arrivée du très attendu format d'enregistrement All Intra, bien entendu. Je reviendrai un peu plus tard sur ce point. Ensuite, le GH5 est capable avec cette mise à jour de filmer en HDR 4K. Là, c'est à nouveau un pavé dans la mare. J'y reviendrai. Et à nouveau, sur ce coup-là, Panasonic laisse sur place la concurrence, dans ce segment de prix pour une caméra à moins de 2000 €. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui aimeraient shooter ou qui shootent déjà en anamorphique, le firmware 2.0 amène pas mal de fonctionnalités. Par exemple, on est capable maintenant de désqueezer notre image pendant l'enregistrement et aussi pendant la relecture de l'enregistrement. Je ne vais pas entrer plus en avance sur le principe. L'idée de shooter avec des objectifs anamorphiques étant tellement spécifique, ça pourrait faire l'objet d'une formation dédiée au sujet exclusivement. En tout cas, cette fonctionnalité va à nouveau en ravir plus d'un, j'en suis certain. Panasonic a également amélioré sa stabilisation d'image. J'y reviendrai plus tard. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai toujours trouvé la stabilisation tout à fait convaincante et efficace dans le GH5, avant même l'update. Et ils ont aussi amené certaines fonctionnalités du système wireless, que nous ne verrons pas ici. Alors vous verrez cette capsule soit un peu avant la sortie officielle du firmware, ou alors vous la voyez, vous avez déjà installé le firmware dans votre GH5. Donc vous serez à même de tester tout ça. En attendant, revenons à certains points, comme l'amélioration de l'autofocus. Vous le savez, en mode vidéo et pour un rendu cinéma, dans la mesure du possible, vous et moi allons préférer la mise au point manuelle. D'ailleurs, vous êtes déjà nombreux à investir dans des prime lens ciné. Samyang ou Rokinon produisent des optiques ciné au rapport qualité-prix assez impressionnant. Et toutes ces optiques sont manuelles évidemment. Et vous l'avez vu dans les capsules précédentes, même lorsque je travaille en studio à main levée, je préfère toujours gérer la mise au point en manuel. Et ça a encore été le cas tout récemment pour des images que j'ai réalisées sur un boxeur professionnel à l'entraînement. Mais en effet, dans le firmware 2.0, Panasonic annonce des améliorations de son système autofocus. Pour ceux d'entre vous qui l'utilisent régulièrement, c'est super j'imagine. Et je pense notamment à ceux d'entre vous qui vont embarquer leur système GH5 sur un gimbal, comme le Zion Crane par exemple. Ceux-là feront souvent appel à l'autofocus. Mais revenons un instant à ces nouveaux formats d'enregistrement qui arrivent avec ce firmware. Nous l'avons vu dans la formation, à ce stade, nous n'avions à notre disposition uniquement un enregistrement long-up, équivalent de la compression IPB sur le GH4. Et on va avoir maintenant accès au All Intra en 400 Mbps avec une chroma subsampling de 422 en 10 bits. Inutile de dire que les fichiers vont littéralement exploser en termes d'espace disque et de poids. Et ce mode d'enregistrement 400 Mbps en All Intra était très certainement la fonctionnalité la plus attendue de ce firmware. D'ailleurs, ce firmware devait en principe se limiter à ça. Mais Panasonic, toujours excessivement attentif à ses utilisateurs, aura passé de longs mois à observer et à écouter les utilisateurs, pour en définitive accoucher d'un firmware rempli de nouveautés. Par exemple, pas mal de youtubeurs se sont plaints du bouton Display, à l'arrière, à droite du boîtier, en expliquant qu'il leur arrivait souvent d'appuyer sur ce bouton sans avoir voulu le faire, et donc de perdre leur preview sur leur écran quand ils se filmaient en mode selfie. Et bien maintenant, ce bouton Display peut être neutralisé, désactivé en somme.
C'est juste un petit exemple, mais ça dénote bien la volonté très claire de Panasonic d'écouter et de se remettre en question sur base de l'expérience que fera l'utilisateur de leur produit. Je fais partie de toute une génération de vidéastes qui, comme beaucoup d'entre vous, avons commencé la vidéo avec le Canon 5D Mark II. Est-ce qu'on peut avoir le sentiment que Canon a su profiter de l'engouement autour de son boîtier? Est-ce qu'on peut raisonnablement considérer qu'il a répondu aux attentes des utilisateurs? Absolument pas, selon moi en tout cas. Et c'est tout à fait le contraire ici, et j'ai l'impression que c'est pas fini. Qu'est-ce que Panasonic va nous sortir la prochaine fois? Le GH4 me semblait déjà tellement complet. Alors si le GH4 reste toujours un super boîtier, qui fait d'ailleurs partie toujours du matos que je prends avec moi quand je me déplace en shooting, le GH5 a mis la barre très très haut. Et revenons à notre 400 mégabits par seconde en All Ultra. C'était en effet l'objet principal de ce firmware pour Panasonic. Et si vous passez un peu de temps sur les forums pro et principalement anglophones, vous verrez que ça fait débat. La compression Long-Up faisait du travail vraiment de qualité au niveau de sa compression. Dans la majeure partie des cas, je vous mets même au défi de voir la différence entre un fichier Long-Up et un fichier All Ultra, si ce n'est au niveau de l'espace disque. Là, aucun doute, la différence sera notable. Alors, je vais tenter de vous éclairer un peu. Il est en effet question de se poser la question de la nécessité ou pas de shooter en All Ultra à 400 mégabits par seconde. Est-ce nécessaire? À quoi ça sert? Dans quel cas préférer ce format de compression? Je vais tenter de ne pas rentrer trop en profondeur dans des considérations trop techniques, mais pour ceux d'entre vous qui ne saisissent pas trop la différence entre un Long-Up et All Ultra, je vais schématiser ça à nouveau. On en a déjà parlé dans la capsule Long-Up et All Ultra. La caméra doit compresser le fichier vidéo pour pouvoir l'enregistrer sur la carte SD. Et le mot GOP dans Long-Up signifie Group of Pictures, groupe d'images donc. Rappelez-vous le principe de codec, compression, décompression. On avait d'ailleurs vu ça en profondeur également dans la formation GH4 à l'époque. Le codec utilise deux types de frames, d'images donc. Une image intra ou une image interframe. Et une compression Long-Up est un mélange des deux. Et si le codec utilisé n'est pas un codec Long-Up ou IPB, c'est un All Ultra. Ce qui nous amène donc à notre All Ultra, maintenant disponible sur notre GH5. Je le disais tout à l'heure, le GH4 compressait en IPB, un équivalent du Long-Up. Et voici une structure IPB. Vous avez le I qui marque une iframe, qui est parfois aussi appelée image clé, keyframe en anglais. Le P, lui, signifie qu'il s'agit d'une image prédictive, et on a le B qui, lui, signifie bidirectional, bidirectionnel donc. L'image B va tenir compte de l'image précédente et de l'image suivante. Et cela forme donc la structure IPB. Une image clé, suivie d'une image prédictive, et enfin une image bidirectionnelle. Je l'ai dit, le GH4 utilisait une compression de type IPB, mais la structure réelle de son groupe d'images était IBBP. Une image clé, suivie de deux images bidirectionnelles, et ensuite une image prédictive pour terminer le groupe d'images. La longueur du groupe d'images, la longueur du GOP donc, sera fonction du nombre de frames placés entre deux images clés. Entre deux images I, donc. Vous pourriez avoir un long GOP comme celui-ci, IBBP-BBI, ou alors IBBP-BBP-BBI, par exemple. C'est à nouveau un groupe d'images, mais cette fois plus long. Ce qu'on appelle un Open GOP de 15 images aura une structure comme celle-ci. IBBP, BBP, 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 BB. On comptera en effet 15 frames, 15 images avant la prochaine image clé. Comme on l'a vu, les images I sont considérées comme des images clés dans notre flux vidéo. Donc vous aurez compris que contrairement au Long GOP, un fichier All Ultra, aussi appelé All I, tout I en français, sera composé d'une succession d'images I, donc d'images clés. Et c'est ce qui fait sa particularité et sa différence. Quand vous serez dans votre programme de montage par exemple, et que vous éditez un fichier All Ultra, ou que vous fassiez un cut dans le fichier, vous êtes de fait tout à fait certain d'être entre deux images clés, puisque le fichier All-In n'est constitué que d'images clés. Donc évidemment, le process d'édition mais aussi de relecture et d'encodage sera bien plus fluide au départ d'un fichier All Ultra. Ce qui pourrait être d'ailleurs tout à fait notable si vous ne possédez pas une machine de montage très puissante. Monter avec des fichiers All Ultra sera bien plus digeste en effet pour des machines peu puissantes, alors qu'éditer des fichiers Long GOP sera considérablement plus gourmand en ressources. Concernant la qualité de l'image à proprement parler, le sujet fait débat. Comme je le disais tout à l'heure, tellement la compression Long GOP est au point et est capable d'une qualité hallucinante pour son niveau de compression. En termes de qualité, il est probablement fort compliqué de voir la différence. En revanche, et théoriquement, pour des sujets rapides, des actions de déplacement rapide dans le cadre, des éclats d'eau, des feuilles dans un arbre, balayées par le vent, pour tout ce genre de cas-là, la compression All Ultra devrait en principe donner de bien meilleurs résultats.
Rappelez-vous, le long GOP sont deux images clés, plus ou moins éloignées, au milieu desquelles viennent s'insérer des images prédictives et d'autres bidirectionnelles. Et pour les feuilles d'un arbre balayé par le vent, par exemple, ça pourrait devenir compliqué. Donc pensez-y avant d'être convaincu que ce qu'il vous faut, c'est dans tous les cas de shooter en all intra à 400 mégabits par seconde avec votre GH5 puisque c'est désormais possible. Ça sera principalement utile pour un process de montage très fluide, même sur une machine peu puissante. Et ça sera aussi utile pour les situations où des mouvements ou des actions rapides interviennent dans votre cadre. En dehors de ça, j'aurais tendance à penser que le long GOP fera encore très bien l'affaire. Si vous devez aussi penser à l'espace disque, si vous faites le choix de shooter en all intra, il vous faudra aussi une carte SD adaptée à ce début d'information. Panasonic recommande les SD cards UHS-2, V60 et V90. Du moins pour enregistrer en interne. Le prix de ces cartes-là, d'ailleurs, pourrait vous faire envisager d'investir dans un enregistreur externe. Je pense notamment à l'Atomos Ninja Inferno, aux alentours de 700-800 €, si je ne me trompe pas. C'est celui que j'utilise. Et aucun doute sur le fait qu'il a été taillé sur mesure pour le GH5, par les ingénieurs de chez Atomos. Il permet d'enregistrer en Apple ProRes en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Là, on touche vraiment au niveau d'enregistrement professionnel, sans nul doute. C'est assez incroyable de penser qu'un boîtier de 2000 € nous permet de faire ça. Alors, l'autre énorme nouveauté que nous amène ce firmware 2.0, et ça a été une vraie surprise pour tout le monde, c'est l'arrivée de la vidéo HDR. Alors pour ceux d'entre vous à qui cette notion n'évoque rien, HDR signifie High Dynamic Range. C'est une notion déjà bien connue et très utilisée notamment en photographie. Le GH5 nous offre d'enregistrer en HDR directement, mais sur un enregistreur externe. On y reviendra plus tard. Et il nous offre aussi d'utiliser certains des modes d'enregistrement habituels et d'utiliser cette fois un nouveau style d'image, comme on aurait pu utiliser le Cinelike D, le Cinelike V, le Rec 709 ou un Vlog. On voit cette fois arriver le style d'image HLG, Hybrid Log Gamma. Utiliser l'HDR n'a de sens véritablement que pour être ensuite visionné sur un écran compatible HDR évidemment. On voit d'ailleurs apparaître ici et là sur les téléviseurs le logo 4K HDR ou Dolby Vision. On y reviendra dans un instant. Alors qu'est-ce que ce principe de l'HDR ? En photo, l'idée de shooter en HDR revient à enregistrer un maximum de l'étendue du spectre, en couleur, en contraste et en luminosité. On y préserve par exemple des détails dans les hautes lumières, dans le ciel par exemple, tout comme les informations subtiles dans les zones d'ombre de l'image. En définitive, on a une image avec de l'information, des détails et de la saturation des couleurs, pratiquement partout dans l'image. C'est ce qui fait la particularité de l'image HDR, ce qui n'aurait pas été possible en dehors de ce processus d'HDR. Donc cette fois en vidéo, le GH5 par exemple, depuis ce firmware, va nous permettre de shooter en HDR, en vidéo, et à nouveau nous amener cette flexibilité dans l'image, toute la latitude du spectre. Par contre, et selon toute logique, on aura idéalement besoin d'un écran capable de lire ce type d'informations. Les écrans de télé normaux, appelons-les comme ça pour l'instant, utilisent un profil datant des alentours des années 90. Notre désormais bien connu Rec 709, que l'on retrouve d'ailleurs disponible là aussi sur le GH5. L'idée étant que les avancées technologiques, en termes de capteur digital, nous amènent à être capables aujourd'hui d'enregistrer une plage dynamique supérieure à 10 stops. Alors que le spectre que peut traduire un écran en Rec 709, lui, sera capable d'une latitude entre 6 et 7 stops. On mesure la luminance d'un écran en nits, ou en candela par mètre carré. Là où nous, photographes et vidéastes, préférons nous exprimer en stop. L'HDTV, dans notre bon vieux Rec 709, est capable d'informations allant de noir à 0.5 nits, à un pic de luminance dans les blancs entre 80 et 120 nits, ce qui nous donne approximativement nos 7 stops d'écart de plage dynamique. Pour donner une comparaison, l'écran d'un iPad par exemple est capable d'une plage allant de 0.5 nits à 450 nits, ce qui voudrait dire presque 2 stops de plus. Un iMac lui de 0.4 à 400 nits. Donc on voit que déjà des écrans plus que communs aujourd'hui, comme un iPad ou un iMac, nous amènent déjà 2 stops de plus que notre écran en Rec 709. En effet, si on met le nits en perspective avec la notion de stop, à laquelle nous sommes habitués vous et moi, un écran HDTV en Rec 709 qui plafonne à 120 nits, pour gagner un stop, on va doubler cette valeur, comme on le ferait pour les stops, qui nous amènent le double de quantité de lumière, et arriver donc à 240 nits. Pour gagner 2 stops, on arrivera à 480 nits. Un iPad mini 4 amène donc pratiquement déjà 2 stops de plus dans les hautes lumières qu'un écran HDTV Rec 709. Et pour pouvoir traduire l'information HDR, les écrans doivent être capables d'avoir une étendue plus grande, entre des noirs noirs et des blancs parfaitement blancs, mais surtout toutes les subtilités entre les deux. On parle là de ratio de contraste.
Un écran Ultra HD, compatible HDR, de qualité intermédiaire, passera de noir de 0,1 nits à un pic de luminance de 500 nits. Soit il sera capable de retranscrire 12 stops de plage dynamique. Un écran HDR haut de gamme, lui, passera de 0,05 nits à 1000 nits de pic de luminance, soit 14 stops. Et là où on parlait de Rec 709 pour notre HD TV, on parlera de Rec 2100, le standard de base pour l'HDR. Et on est là dans ce standard à 0,005 nits, ou moins encore, et 1000 nits pour le pic de luminance, ce qui représente une plage dynamique de 17,5 stops. Si la plage dynamique est en effet plus étendue que pour les écrans HDR milieu de gamme, gardez à l'esprit que le bénéfice coûtera très cher en euros, et surtout au bénéfice des noirs dans l'image. Si on passe de 12 stops à 17,5 stops, en fait, on a étendu la plage de 3 stops dans les hautes lumières et de 7,5 stops dans les ombres. On attend aussi de ces écrans HDR de pouvoir afficher des couleurs en 10 bits, ce qui, comme nous l'avons vu plus tôt dans la formation, nous amènera bien plus de subtilité en termes de tonalité de couleurs. Pour autant, il ne s'agit pas là d'une sorte de baguette magique. Comme ça sera le cas si vous utilisez le Vlog, shooter en HDR nécessite une maîtrise des étapes de post-production, principalement dans DaVinci Resolve. Mais ce n'est pas le sujet de cette formation. Gardez ça simplement à l'esprit. Il faut être conscient que l'HDR est le futur, sans aucun doute. Sans comparer ça au passage de la télévision noir et blanc à la télévision couleur, la visualisation de contenu en HDR permet de fait de tirer le meilleur parti de la capacité de nos capteurs modernes et capturer l'information. On peut donc s'attendre à voir sur le marché de plus en plus d'écrans HDR, sans aucun doute. Des géants comme Netflix ou Amazon Video proposent déjà dans leur catalogue des titres disponibles en HDR. Apple vient d'ailleurs d'annoncer la sortie de son nouvel iPhone. Je trouve d'ailleurs au passage que le prix qu'il demande cette fois est totalement indécent, mais c'est un autre débat. L'iPhone sera en tout cas capable de lire de l'HDR. Et YouTube permet déjà de publier aussi du contenu en HDR. Donc sans rentrer plus dans les détails techniques et de post-production à ce niveau-là, la boucle est bouclée. Il existe des écrans HDR, la possibilité pour nous, réalisateurs de contenu, de les diffuser pour nos clients, par exemple sur YouTube, en HDR. Et maintenant, avec ce firmware, Panasonic nous offre un outil de capture pour produire du HDR. On est donc à nouveau à une période charnière. La grande majorité des écrans sur le marché sont des écrans ordinaires, entre guillemets. On parlera là de SDR, Standard Dynamic Range. Et on voit arriver en masse les écrans HDR, High Dynamic Range. Alors ça pourrait être assez simple, mais ça ne l'est pas. En coulisses, les différents formats d'HDR se livrent une sorte de petite bataille. Comme dans le passé avec les cassettes Betacam et VHS, on parle ici de HDR10, le 10 sous-entendant 10 bits, mais aussi HLG, Hybrid Log Gamma, lui aussi en 10 bits, et on a ensuite le HDR Dolby Vision, qui lui est en 12 bits. Le HDR 10 bits est un open source system, alors que le Dolby Vision est protégé, et le studio de production qui souhaiterait produire en Dolby Vision devra donc leur payer une redevance. Évidemment, les fabricants choisissent petit à petit leur camp, comme à chaque fois. Les fabricants de téléviseurs, de consoles de jeux, mais aussi les chaînes de télé. Par exemple, la BBC, avec une société japonaise, est à l'origine du format HLG. Donc les choses sont en mouvement constant à ce stade. Ne vous laissez donc pas tout de suite tenter par l'achat d'un écran HDR. Du moins, c'est ce que je vous conseille. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut maintenant shooter en HDR sous le GH5. Mais on va également trouver un nouveau style d'image, positionné juste après le Leica 709. Il s'agit donc du Hybrid Log Gamma. C'est celui que vous utilisez pour un rendu HLG, donc HDR, comme nous l'avons vu plus haut. Vous verrez que cette fois, en fonction de la qualité d'enregistrement que vous choisirez, vous aurez accès ou pas au HLG. C'est spécifié à chaque fois dans le détail de la qualité d'enregistrement, comme l'était avant le Variable Framerate. Si vous choisissez par exemple le tout nouveau 4K 422 10 bits en All Intra 400 Mbps par seconde, vous pourrez aussi faire le choix d'utiliser le nouveau style d'image HLG. Et une fois que vous choisirez le HLG dans le style d'image, vous pourrez remonter d'un niveau dans le menu pour aller sur le symbole caméra avec le M. Et là, en page 2 de 2, sur la seconde ligne, vous avez le HLG View Assist qui vous permettra de traduire le HLG de 3 façons différentes. Soit le mode 2, soit le mode 1, soit off. Les log profiles comme le Vlog ou ici le HLG sont des courbes de gamma, mais aussi de gamut. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail, ce serait trop long. Et ce n'est pas le sujet ici, mais je l'ai par contre abordé dans ma formation DSLR cinématographie. En sélectionnant mode 2, vous aurez une conversion du gamut vers une courbe plus orientée à Rec 709. Selon l'indication du menu du GH5, ça conviendra à l'exposition de tout type d'objets. En sélectionnant le mode 1, le GH5 vous dit que c'est plus adapté à l'exposition du ciel. Et en utilisant Off, on obtient une courbe gamma et gamut native de l'Hybrid Log Gamma.
Ça sous-entend bien évidemment un gros travail de post-production dans DaVinci Resolve par exemple. Alors attention, il s'agit là bien d'un mode de prévisualisation. Dans tous les cas, votre fichier enregistré sur la carte mémoire sera en tout point semblable, quel que soit le HLG View Assist que vous allez choisir. Et tout ça nous ramène à notre histoire de nits, dont on parlait tout à l'heure, et de luminance. Nous en avons parlé tout à l'heure en parlant des écrans, HDR, iPad, iMac, etc. Le profil d'image HLG, maintenant disponible, couvre un spectre allant jusqu'à 1000 nits de luminance. Mais l'écran de notre GH5, lui, ne peut pas afficher une telle luminance de 1000 nits. Le mode 1, par exemple, vous servira donc à visualiser principalement vos hautes lumières, en ramenant la prévisualisation vers un Rec 709. Ça vous permettra de vous assurer que vous ne clippez pas vos hautes lumières. Le mode 2, lui, s'applique plus au ton moyen, mais peut être trompeur car les hautes lumières pourraient être brûlées, ou en tout cas vous semblez brûlées. Donc vous l'aurez compris, le profil d'image HLG n'est pas visible évidemment avec l'écran du GH5, qui lui n'est pas un écran HDR. Le bon usage de cette fonction HLG View Assist pourrait donc être par exemple de se mettre en mode 1 pour vérifier les hautes lumières avant de shooter, même si le sujet en définitive devient plus foncé qu'il ne l'est vraiment. Il s'agit là juste d'une preview. Ensuite, d'analyser l'image en mode 2 pour avoir une idée globale de l'image et plutôt orientée vers les tons moyens. Et en revanche, si vous enregistrez sur un enregistreur externe comme un Atomos Ninja Inferno par exemple, qui lui est un écran capable de lire et de reconnaître l'HDR, c'est un peu différent. Vous verrez que vous pourrez là aussi utiliser l'HLG View Assist par rapport au signal HDMI envoyé par l'enregistreur, et ça fonctionnera comme sur la carte SD. Le mode 1 va être correct au niveau des hautes lumières, mais les tons moyens pourraient sembler trop foncés ou sous-exposés. Le mode 2 vous donnera là aussi une lecture de ce à quoi ressemblera votre ton moyen, mais vos hautes lumières, elles, pourraient sembler être brûlées, mais ce sont là à nouveau des outils de prévisualisation. En effet, ce n'est pas parce que vous sortez en HDMI que forcément votre écran à l'autre bout de l'HDMI est capable de lire et d'interpréter de l'HDR. L'Atomos Ninja Inferno, lui, est capable de le faire. Et c'est là qu'intervient la fonction auto, qui n'était pas disponible tout à l'heure quand on enregistrait sur la carte. Là, l'écran reconnaît et répercute une image HDR dans toute l'étendue de son spectre. On trouvera cette fonctionnalité si vous allez dans le deuxième onglet du menu avec la caméra. En page 4 de 4, vous retrouvez cette fois le HDMI Rec Output. Et un peu plus bas dans le menu, on retrouve HLG View Assist à nouveau. Cette fois, comme je le disais, on voit le profil supplémentaire, à savoir le mode auto, qui lui visiblement tiendra compte de la nature de l'enregistreur utilisé. Quand je fais le test en basculant de l'un dans l'autre, le mode auto me donne de fait une belle image plutôt sexy, bien saturée et contrastée, typique de l'HDR. Alors tout ça est fort nouveau pour vous comme pour moi en définitive. Dans le futur, je ferai peut-être certains tutos plus spécifiques sur l'étape de post-production du Vlog, du GH5 ou du HDR et HLG. Dans le firmware 2.0, vous aurez aussi le choix de sélectionner MPEG-4 HEVC comme format d'enregistrement. Mais dans ce cas-là, pas d'autre alternative. Il vous faudra un enregistreur externe. Et dans ce cas-là, on ne peut enregistrer que du 4K 420 en 10 bits, avec un bitrate de 72 mégabits par seconde. Mais encore une fois, uniquement en sortie HDMI. Pour contrôler votre exposition, à nouveau, vous pourrez utiliser le HLG View Assist du HDMI Rec Output, comme nous venons de le voir. Alors vous allez vous poser la question de savoir quelle est la différence entre le fait de choisir de shooter en MP4 HEVC pour shooter en HDR, ou alors de choisir un autre type de qualité d'enregistrement et choisir le style d'image HLG. Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, il y a l'HDR Dolby Vision, il y a l'HDR 10 et même 10+, et il y a l'HLG. Le HLG peut encaisser approximativement une plage dynamique de 16 stops. Le HDR, qu'on peut aussi appeler PQ, peut encaisser lui jusqu'à 28 stops de plage dynamique. C'est juste colossal. Le Dolby Vision et l'HDR va nécessiter un travail en étalonnage de manière à préparer le fichier pour être lu sur un écran HDR, et il va nécessiter aussi un autre traitement pour préparer le fichier pour être lu sur un écran standard. Il nécessite donc deux process. Le fichier vidéo généré de cette manière va en effet intégrer les métadatas qui lui feront avoir tel ou tel type de comportement en fonction de l'écran sur lequel il va être lu. Alors qu'en choisissant une autre qualité d'enregistrement et en shootant avec le profil d'image HLG Hybrid Log Gamma, l'image sera rendue compatible pour des écrans HDR et SDR, des écrans standards donc. Au départ de ce fichier-là, on pourra faire un seul étalonnage et cette version du clip sera lisible sur les deux types d'écrans. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, vous pourriez très bien exporter votre film shooté en HLG et en MOV, l'étalonner et le poster ensuite sur YouTube, qui reconnaîtrait, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le profil HDR ou HLG.
Votre client, par exemple, pourrait voir le film en HDR avec une image superbe sur un écran HDR au départ de YouTube. Mais n'importe qui pourra en avoir une lecture tout à fait ordinaire au départ de n'importe quel type de support. Téléphone, tablette, téléviseur SDR. Donc, pour résumer, shooter en HDR, en MP4 HEVC est un process plus complexe, qui nécessitera un vrai travail de post-production. Par contre, c'est celui qu'on utilisera pour un résultat sans compromis, qui permettra selon moi d'exprimer cette idée d'HDR de manière la plus radicale qui soit. Shooter en MP4 simple ou en MOV, comme on l'a toujours fait avec le GH4 ou le GH5, et choisir cette fois le profil d'image HLG, permettra un rendu HDR plus flexible, plus accessible. Alors il faudrait bien que vous preniez conscience que ce qui se passe là est assez énorme. On vit à nouveau une nouvelle évolution dans la façon de consommer et de produire de l'image vidéo. Et c'est tellement vrai et tellement récent que les gens de Panasonic USA, qui ont réalisé les premiers tests d'export sur YouTube, en collaboration avec certains youtubeurs spécialisés dans ce qui nous intéresse ici, se sont retrouvés au final à être en contact avec les équipes techniques de chez YouTube pour mettre encore les derniers tours de clé AMOLED sur certains boulons qui coinçaient encore par rapport à l'importation de fichiers HLG sur YouTube. Panasonic nous livre là donc vraiment un update tout à fait énorme, dont il n'est pas encore possible de mesurer complètement les possibilités au moment où j'enregistre cette capsule. Alors je ne vais pas aller plus loin en profondeur au sujet du firmware qui de fait rassemble un éventail assez impressionnant de petites mises à jour, et de mises à jour majeures. Mon intention était de rendre l'essentiel compréhensible, de manière, comme toujours, à ce que vous soyez le plus vite possible capable de tirer le meilleur parti de ces mises à jour majeures, qui sont de manière évidente la possibilité de shooter en All Intra, et évidemment la HDR en MP4 HEVC, ou la HDR en HLG en MOV. Et quand j'aurai mis la main sur une bonne optique anamorphique et que j'aurai eu le temps de challenger tout ça, je reviendrai certainement avec une formation avec l'idée de shooter en anamorphique, jusqu'en 6K anamorphique avec le GH5. C'est juste du délire. En attendant, je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite de bien vous amuser avec ces nouvelles fonctionnalités. Et je vous dis à bientôt.